Bonjour à vous et bienvenue dans le 196e épisode de votre podcast Le Bulleur, le podcast qui va vous donner envie de lire de la bande dessinée. Le Bulleur vous propose toutes les 2 semaines de retrouver en une vingtaine de minutes 7 albums de bande dessinée qui viennent de sortir en librairie et que je prendrai le soin de vous présenter. Dans une première partie, je vous parlerai de mon gros coup de cœur du moment et dans la seconde, je reviendrai sur 6 autres albums qui ont retenu mon attention et sur lesquels vous pouvez aussi vous précipiter. Au sommaire de ce nouvel épisode, je commencerai par vous parler en détail de Billy Lavigne, le nouvel album d'Anthony Pastor, 2e titre sur 3 de prévu, qui tourneront autour du western, une bande dessinée éditée chez Casterman. Dans l'ordre, la seconde partie sera consacrée aux 6 albums suivants, Île déserte, album intime et passionnant que l'on doit au scénario d'Antoine Decaune, que Xavier Coste met en dessin et qui est édité chez Dargaud. Je parlerai ensuite du grand retour de Parker, le personnage iconique de Richard Stark, que reprend Doug Headline au scénario et Kieran au dessin, pour inaugurer la nouvelle collection Air Noir des éditions Dupuis. Avec Merveilleux, je vous parlerai ensuite d'un album lui aussi très intime que l'on doit à Cookie Calcaire, un titre édité chez Stenkiss dans lequel il y parle de l'AVC de son père et des conséquences qu'il aura eues sur la famille. Il sera temps ensuite de vous parler de l'album Mohib sur le parking qui nous fait toucher du doigt le quotidien des mineurs isolés, un album signé Clara Lodvik, édité chez Dupuis dans la collection Les Ondes Marcinelle. Je vous présenterai aussi le 2e et dernier tome de Zoé Carrington, diptyque que l'on doit au talentueux et toujours inspiré Jim et qui est édité chez Grand Angle. Enfin, je terminerai par la réédition du chef-d'œuvre de Craig Thompson, une histoire touchante et captivante, Blankets, un bel album de plus de 600 pages disponible chez Casterman, 6 albums qui, comme vous l'aurez compris, sont des titres de grande qualité que j'ai adoré découvrir. Voilà pour le sommaire de cet épisode copieux, un épisode que vous pouvez prolonger sur Instagram en découvrant en images ces différents titres, mais vous en découvrirez bien d'autres encore qui ne seront pas présentés ici. Sachez que si vous m'écoutez depuis Spotify, vous pouvez vous précipiter sur l'application pour vous abonner si ce n'est pas déjà fait, mais aussi voter pour votre album préféré parmi les 7 présentés ici. Il me reste à vous souhaiter une très bonne écoute, de belles découvertes et je l'espère aussi, de très bonnes futures lectures. C'est dans les grandes contrées américaines que je vous entraîne cette semaine, dans ces lieux où les paysages s'étendent à perte de vue, tout juste troublés par le bruit des bêtes ou encore par celui des tirs de pistolet. Avec Billy Lavigne, Anthony Pastor continue d'explorer la thématique du western après nous avoir proposé le très réussi et déjà très passionnant La Femme à l'étoile, sorti en 2023, lui aussi chez Casterman. C'est d'ailleurs à rebrousse-poil qu'Anthony Pastor revisite le western et le mythe du cow-boy, loin de glorifier cette figure que le cinéma de Sergio Leone a popularisé, il propose ici des personnages beaucoup plus complexes et contrastés. C'est encore le cas avec le nouveau venu, un Billy Lavigne, que l'on découvre dès les premières pages, monté sur son cheval, sur fond de soleil couchant, des pages déjà sublimes, avec 2 cases par planche, et ces fameux panoramas en arrière-plan. Dans ce décor sauvage, on se rend compte assez rapidement qu'il n'y a pas que la nature ou les animaux qui doivent être domptés pour laisser place à la civilisation, les hommes aussi doivent en passer par là, mais faut-il encore voir qui va faire ce travail. De justice, il va en être question très rapidement, à la page 9, 2 hommes surplombent un pauvre bougre qui est en train de creuser un trou, une tombe, dont on se demande légitimement si elle ne lui est pas destinée. C'est qu'à Clarendon, au Texas, la rivière a charrié le corps d'une femme. Cette femme, on l'apprendra très rapidement, c'est la mère de Billy Lavigne, une femme qui a eu 2 hommes importants dans sa vie, les 2 qui supervisent l'homme qui creuse la tombe. Le décor est ainsi posé, le lecteur est déjà scotché à l'album, tant le dessin d'Anthony Pastor est plein de charme, avec ses couleurs douces ou saturées, dont les ondulations ont quelque chose de Van Gogh. C'est dans ce décor que l'on va voir évoluer Billy Lavigne, lui qui est un cow-boy hors pair et qui n'a pas son pareil pour monter les chevaux sauvages fraîchement capturés afin de les débourrer.
Dans un premier temps, il va falloir faire la lumière sur cette mort qui est entourée d'un certain mystère, retrouvée noyée alors qu'elle nageait très bien, celle que tout le monde appelait Frenchy était en compagnie de Keller, celui-là même qui creuse la tombe. Alors simple noyade ou meurtre, c'est aussi ce que tente de savoir Ford, riche propriétaire terrien pour qui travaille Billy, ancien amant de sa mère, et Thorpe, son bras droit, homme violent, qui a aussi connu une histoire d'amour avec Maggie, la mère de Billy. Si les deux voient en lui un fils, Ford voulant même en faire un héritier, cette mort va cristalliser les tensions et exacerber les tempéraments pour glisser lentement mais sûrement vers une histoire où chacun va régler ses comptes. S'il est difficile de savoir qui sont les gentils et les méchants ici, la plongée dans cette lecture captivante permet ainsi d'en savoir plus, tout en faisant de son héros un être sensible et profondément humain dans un monde qui ne l'est pas vraiment. Anthony Pastor, qui nous gratifiera d'un 3e album sur le thème du western, nous livre donc une histoire tout en subtilité dans un contexte où ce n'est pas toujours le cas en temps ordinaire, une aventure qui tient en haleine de la première à la dernière page. Il faut dire que son dessin participe beaucoup quant au plaisir de suivre les aventures de Billy Lavigne, la douceur de son trait, l'expressivité de ses personnages, ou encore le dynamisme de son cadrage, tout participe à passer un bon moment dans les 152 pages de cette bande dessinée. Avec cette couverture qui est un clin d'œil à un tableau de Géricault, nous avons déjà là une entrée en matière très séduisante où se mélange l'homme et sa monture avec cette nature sauvage en arrière-plan. Arrivé en librairie le 5 mars dernier, Billy Lavigne fait partie des albums immanquables de ce début d'année 2025, un album édité chez Casterman, qui est aussi un western subtil qui plaira aux amateurs du genre, ainsi qu'à celles et ceux qui recherchent de bonnes histoires. Deuxième partie de ce podcast dans laquelle je vous propose de découvrir plus brièvement 6 albums sortis ces dernières semaines en librairie. C'est sur un petit caillou perdu au milieu du Pacifique que nous entraîne mon premier coup de cœur sur une île déserte, un petit îlot de l'archipel des Marquises, endroit où l'homme de télévision George Decaune a décidé en 1962 de passer une année complète. Si le nom de Decaune ne vous est pas totalement inconnu, c'est que le fils, Antoine, lui-même homme de télé et grand amateur de 9e art, s'est lancé dans l'écriture d'un scénario qu'il a confié à Xavier Coste pour raconter son épopée. L'idée n'est d'ailleurs pas tant de raconter cette aventure en rendant hommage à son père au passage, mais plutôt offrir au lecteur une véritable réflexion à plusieurs niveaux dans un album à la fois intime et universel. Qui n'a d'ailleurs pas rêvé de partir un jour sur une île déserte, ce rêve, George Decaune a décidé de le réaliser sans savoir qu'il s'engageait dans une aventure qui le conduirait jusqu'à ses propres limites d'homme. À cette époque, figure médiatique incontournable, il se lasse de cette vie de sollicitation permanente et a envie de se retrouver avec lui-même et son chien Eder, même si cela sous-entend un éloignement avec sa famille, dont le fils Antoine a alors 8 ans. C'est en récupérant les carnets intimes de son père, qui consignait au quotidien réflexion et état d'âme sur cette aventure hors norme, qu'Antoine Decaune va avoir l'idée de raconter cette histoire disponible maintenant en librairie. Les carnets ont longtemps végété dans les tiroirs de l'ex-animateur de Nulle part ailleurs, des carnets qui vont servir de matière à écrire, en plus des souvenirs du jeune Antoine qui écoutait les comptes rendus quotidiens de son père sur son aventure à la radio. Dans son récit, il mélange ainsi les voix, la sienne depuis son jeune âge d'alors, ce que son père disait aux auditeurs, lointain reflet d'une réalité qu'il consignait alors sur le papier et qui sert de fil conducteur à cet album. L'expérience fut terrible, très difficile, mais elle ne le fut pas moins pour le jeune garçon devenu aujourd'hui grand-père qui nous raconte ce déserteur familial dont le titre de l'album écrit le mot « il » sans le « e » final. Dans des teintes beaucoup plus lumineuses que ses précédents albums orwelliens, Xavier Coste jette sur le papier, ou plutôt sur la tablette numérique, un dessin vif et nerveux comme sur un carnet de croquis, finissant de plonger le lecteur dans le récit d'aventure.
Plus précis quand il dessine le jeune Antoine, il permet, grâce à ses couleurs, ses changements graphiques et la qualité de son trait, de suivre parfaitement bien cette narration multiple qui nous fait toucher du doigt le propos plus profond que nous délivre Antoine Decaune. Petit bijou d'album que je ne saurais trop recommander, Île déserte est une bande dessinée arrivée le 28 mars dernier chez Dargaud, une histoire captivante qui tient en 208 pages, dont on sent tout le plaisir qu'a eu le duo à nous plonger dans ce récit. Avec Parker, c'est le retour d'un personnage iconique de la bande dessinée européenne qui inaugure une nouvelle collection des éditions Dupuis, Air Noir, le pendant pour le polar du label Air Libre, une collection qui se propose de miser sur la qualité plus que sur la quantité. Personnage créé par Richard Stark, alias Donald Westlake, dans les années 60, il est l'archétype du voleur professionnel avec une éthique, mais un style implacable qui ne s'embarrasse pas avec ses ennemis. Le personnage avait déjà connu une première vie sous les crayons du regretté Darwyn Cooke, une série de 4 albums ponctuée par une intégrale éditée chez Dargaud, une première livrée qui avait permis de se familiariser avec ce personnage. C'est donc non seulement cet anti-héros que l'on retrouve aujourd'hui sous les crayons de Kieran, mais c'est aussi tout son univers et la noirceur du dessin qui revient donc en librairie, cette fois-ci chez Dupuis. C'est d'ailleurs le co-directeur de cette nouvelle collection, Doug Headline, qui adapte ici le roman noir de Richard Stark pour l'offrir au crayon d'un Kieran que l'on sent tout de suite à son aise au sein de cet univers. Dans La Proie, titre de ce nouvel épisode de Parker, nous retrouvons notre homme à la mâchoire carrée en train de préparer un coup en compagnie de Benny Weiss et Phil Andrews, deux hommes avec qui il a monté des cases par le passé, et de George Hull, nouveau venu dans la bande et recommandé par Weiss. Problème, si le casse de la banque va se dérouler sans aucun accroc, de même que la fuite et la mise au vert, c'est ensuite que tout va se gâter. Au moment de partager les 33 000 $ qui constituent le butin, Hull va dessouder Weiss et Andrews, Parker sauvant sa peau de justesse après que ce traître de George Hull ait fait brûler la planque où les hommes s'étaient réfugiés. À partir de là, vous voyez venir la suite. Parker va tenter de remonter jusqu'à Hull, non seulement pour lui faire la peau, mais surtout et avant tout pour récupérer le butin. On ne s'ennuie pas une seconde dans cet album où Parker va essayer d'activer toutes les pistes possibles pour mettre la main sur celui qui a essayé de le doubler, lui promettant de lui faire passer un sale quart d'heure quand il sera localisé. Avec un découpage dynamique et un cadrage très cinématographique, Kieran propose un album vitaminé et passionnant à suivre où le noir et un gris bleuté donnent beaucoup de caractère à ce titre et s'inscrit dans la continuité de Darwyn Cooke. Vous aurez compris que ce titre ouvre vraiment en beauté cette collection dont le prochain album sera le second tome de Contrapasso. Parker est donc de retour et l'on ne peut que s'en réjouir, ce titre m'ayant vraiment plus qu'enthousiasmé. Merveilleux est un titre qui pourrait paraître décalé au regard de la thématique qu'aborde Cookie Calcaire dans sa nouvelle bande dessinée, une histoire qui prend l'AVC de son père comme point de départ. D'ailleurs, on ne peut pas dire que les relations entre l'auteur, qui vit alors au Canada, et son père sont au beau fixe, cette distance espaçant naturellement les visites, bien qu'en France, les deux ne se voyaient guère plus. L'album se garde bien d'ailleurs de nous expliquer pourquoi le fils s'est éloigné du père, car ce n'est pas du tout le propos ici, Merveilleux s'intéressant plutôt à l'après et quel impact cela va avoir au sein de la famille. Le père, qui a tout juste la soixantaine, vit du côté de Bordeaux avec sa femme, qui n'est pas la maman de l'auteur, et une fille de 16 ans qu'il a eue de ce remariage. Cookie Calcaire n'est d'ailleurs pas forcément plus proche de cette femme qui partage la vie de son père, pas plus de cette demi-sœur qu'il va retrouver dans la chambre d'hôpital après l'AVC. Nous sommes alors à la page 21. La première chose que l'on découvre après cet accident vasculaire cérébral, c'est que la famille va se retrouver autour d'un père qui a perdu une partie de ses facultés motrices et l'usage de la parole, ne disant plus qu'une poignée de mots, parmi lesquels Merveilleux, qui donnera le titre à cet album. Une fois l'émotion passée, après la sortie de l'hôpital, c'est surtout toute une vie qu'il va falloir réinventer et ça va être l'occasion pour l'auteur de se rapprocher de ce père qui doit quasiment tout réapprendre, à commencer par vivre dans ce corps qui n'est plus capable d'exprimer sa pensée en mots.
Est-ce parce qu'il est devenu parent à son tour depuis peu? Toujours est-il que Cookie Calcaire a envie d'être là, au milieu d'un emploi du temps déjà bien chargé, être présent pour aider ce père à retrouver du sens à son existence bien terne, enfermée à la maison. C'est ainsi qu'il le fera venir au Canada, avant de regagner l'Europe, et plus précisément l'Espagne et Barcelone, ville qui lui permettra d'être bien plus proche de celui qui va s'installer aussi sur la côte ibérique. Avec beaucoup de talent, Cookie Calcaire nous livre là un album tour à tour drôle, touchant, émouvant, sincère et surtout captivant, le genre d'ouvrage qui fait passer par plusieurs émotions au fil de la lecture. Il se met en scène avec ce père sur lequel il veille comme le père qu'il est devenu à son tour, inversant ainsi les rôles, alternant avec dynamisme des cadrages sur une jambe que l'on a du mal à rentrer dans la voiture, ou cette signature que l'on réalise à grand-peine. Récit personnel dont le dessin simple et expressif, mis en couleur par William Wagner, participe grandement au plaisir de la lecture, Merveilleux fait partie de ces très belles surprises de ce mois de mars, un ouvrage à retrouver aux éditions Stenkiss. C'est sur un petit parking de la banlieue de Bruxelles que nous entraîne mon coup de cœur suivant, un parking sur lequel s'est installé Mohib, réfugié afghan, qui passe ses journées en compagnie de deux autres compatriotes dans un album plein d'humanité. Abandonnant sa famille, resté au pays au moment où les talibans vont faire leur retour en Afghanistan, Mohib a, comme beaucoup avant lui et beaucoup après lui, fui à regret son pays pour pouvoir trouver un avenir meilleur loin des siens. Mohib est d'ailleurs un garçon plein de pudeur et plutôt mutique, et il sera compliqué pour les personnes qui l'entourent, comme pour le lecteur, de savoir qui est encore en vie au sein de sa famille et qui vit encore au pays. On devine juste que sa maman est encore vivante, en dépit de ce qu'il semble indiquer. Mais c'est loin de l'Afghanistan que se déroule cette histoire, sur un parking sur lequel vit tout un écosystème avec ses insectes et ses petits animaux, mais aussi ses habitués dont certains semblent infréquentables et ses têtes familières dont Mohib, Caïs, Fazal ou Manal sont les principaux protagonistes. Pour jouer au football avec Mohib, il y a bien Hugo qui passe chaque jour, lui qui semble attaché au jeune homme comme on le découvre à travers sa mère, mais qui s'éclipse aussi vite qu'il arrive et qui a du mal à nouer des liens profonds avec le jeune Afghan. Clara Lodvik, au scénario comme au dessin, agence ces cases comme des petites fenêtres par lesquelles on regarderait cette histoire se dérouler. Ce quotidien banal est souvent ennuyeux pour un jeune homme qui a du mal à s'intégrer en dépit du soulagement qu'il semble avoir être là. Ainsi, l'apprentissage de la lecture comme de l'écriture semble être bien compliqué, comme on le découvre au détour d'une case, mais c'est aussi au fil du récit que l'on découvre que ce blocage est lié à un traumatisme dont Mohib porte les stigmates sur et dans son corps, ainsi que dans son attitude. Mineur isolé que la police pourchasse aussi, Mohib sur le parking est un album qui raconte avec beaucoup de justesse ce qu'est le quotidien de ces enfants que la vie a envoyés loin de chez eux et pour qui ce même quotidien est loin d'être joyeux. La disparition inquiétante d'Hugo, qui permettra à sa mère de se rapprocher du jeune Afghan, vient faire écho à l'éloignement familial de Mohib et apporte un enjeu supplémentaire à cet album qui parle de la jeunesse certes, mais surtout des conditions de vie des mineurs isolés qui fuient à l'étranger. Côté dessin, la banalité du quotidien est rythmée par un gaufrier qui multiplie les cases, peignant une nature qui se soucie peu du devenir de notre héros, accumulant aussi les onomatopées pour rendre plus bruyant encore cet endroit, loin d'être reposant. Touchant et passionnant à suivre, Mohib sur le parking est arrivé en librairie le 21 mars dernier, un album édité chez Dupuis dans la collection Les Ondes Marcinelle, un titre qui fut pour ma part une vraie belle surprise. Partons maintenant à Londres pour découvrir le deuxième et dernier tome de Zoe Carrington, le nouveau projet de Jim, auteur qui n'a pas son pareil pour nous raconter des histoires d'amour intenses et captivantes. Dans cette nouvelle aventure, dont je n'avais pas manqué de vous raconter la première partie, on retrouve au centre du récit une femme, elle qui donne son nom à l'album, la fameuse Zoe Carrington. Dans le premier tome, elle invitait à la rejoindre à Londres tous ses amis et ses ex pour une drôle de surprise que le lecteur découvrait en fin d'ouvrage, fêter l'anniversaire de son défunt mari, un certain Léo.
Alors je vais marcher sur des œufs pour ne pas trop vous en dire et ne pas déflorer l'intrigue, mais on s'aperçoit à la lecture que Zoé a pris une bien drôle de résolution pour marquer ce funèbre anniversaire, une résolution qui ne convient pas du tout à Simon, l'autre personnage central de ce récit. Il faut dire que par le passé, Simon a été fou amoureux de la jolie brune, comment ne pas l'être en même temps, et qu'il compte aussi sur ce séjour londonien pour raviver la flamme avec Miss Carrington, l'élu de son cœur. Une fois encore, en s'appuyant sur les sentiments et en mettant l'émotion au centre de son récit, Jim construit un canevas qui séduit, pas forcément marqué par la crédibilité, mais on n'en a que faire car on est vraiment transporté dans cette histoire qui court sur moins de 200 pages en tout. D'ailleurs, Jim revient en fin d'album sur la jeunesse de ce projet qu'il a dans ses cartons depuis 2009 et qu'il a réécrit à plusieurs reprises car il n'était pas totalement satisfait du déroulé de son récit, un passage intéressant à lire pour refermer ce diptyque. Les personnages secondaires que sont Rothenberg, JP ou encore Anne-Elisabeth prennent plus d'espace aussi pour offrir une savoureuse deuxième partie qui se déroule à 100 à l'heure. Comme toujours, le trait semi-réaliste de Jim fait des merveilles. Zoé Carrington entre ainsi dans la catégorie de ces femmes fatales dont on n'oublie pas la beauté une fois s'être plongé dans l'histoire, une beauté asiatique sculpturale qui nous permet de mieux comprendre Simon. Symbolisée par un cheval rouge qui se cabre ou qui galope, Zoé fait partie de ces femmes que rien n'arrête et il n'est pas exclu que Simon le découvre à ses dépens, comme ce sera aussi le cas pour vous, si vous vous plongez dans cette lecture vraiment prenante. Ce sont les éditions Grand Angle qui publient ce double album que vous pouvez donc dès lors lire dans son intégralité, un diptyque que j'ai beaucoup aimé découvrir et que je vous recommande chaudement, surtout si vous aimez les histoires de cet auteur. Comme toutes les 2 semaines, l'épisode s'achève avec un album spécial, la réédition d'un petit bijou de la bande dessinée autobiographique, l'œuvre qui a propulsé Craig Thompson sur le devant de la scène, Blankets, paru originellement il y a une vingtaine d'années. En introduction, je parle de petits bijoux pour un ouvrage qui dépasse tout de même les 600 pages, si on ajoute pour cette réédition un petit cahier final où se mélange le travail préparatoire de l'auteur avec ses réflexions sur la conception de cet album. Pour rappel, si vous ne connaissez pas encore Blankets, l'auteur y retrace une partie de sa jeunesse en portant la loupe sur 2 éléments de celle-ci, la religion catholique dans laquelle il va grandir et son éveil à l'amour. Ainsi, en 9 parties où viennent s'ajouter les souvenirs les uns aux autres, comme un patchwork, il est question de nous raconter ce que furent les premières années de sa vie, même si ici il s'agit plus de la période qui va de ses 10 ans jusqu'à la vingtaine. C'est dans le Michigan que va grandir Craig Thompson, il raconte cette jeunesse en compagnie de son frère Phil et de ses 2 parents, tous les 2 très croyants, et invitant leurs enfants à suivre cette même voie. Gamin, Craig partage le même lit avec son frère et les 2 s'imaginent ce lit comme un radeau qui vogue sur une mer déchaînée, permettant aux 2 frangins une complicité qui se distendra une fois arrivés à l'adolescence. Le lit commun sera aussi l'occasion d'une anecdote savoureuse où les 2 vont se combattre à coups de pipi, anecdote qui restera fortement ancrée dans l'esprit de l'auteur. L'autre épisode central de cet épais volume, qu'il serait vain de tenter de résumer en 2 minutes, est la rencontre avec Raina, cette fille qu'il croise durant un camp de vacances des jeunesses chrétiennes. Son visage ne le quittera plus et les 2 resteront en contact avant de se retrouver durant 2 semaines où Craig Thompson va se rendre au domicile de la demoiselle et découvrir ainsi son environnement. Elle l'accueillera d'ailleurs avec une couverture patchwork qu'elle a confectionnée exprès pour son visiteur, le patchwork toujours comme un leitmotiv d'un album qui assemble ici les souvenirs de manière décousue pour mieux raconter cette jeunesse singulière. L'autre originalité de ce projet est ce trait dynamique en noir et blanc dont on découvre que l'auteur était capable de sortir 2 planches par jour, un trait qui symbolise aussi toute cette énergie liée à l'enfance et à l'adolescence. Il est d'ailleurs très intéressant de découvrir comment l'auteur a composé cet ouvrage, quelles sont les scènes qu'il a gardées, un cahier final qui apporte ainsi un nouvel éclairage à ce chef-d'œuvre. Ce sont les éditions Casterman qui proposent cette réédition, revenue en librairie le 5 mars dernier, l'occasion pour celles et ceux qui ne le connaissent pas encore de le découvrir et pour les autres de le redécouvrir, toujours avec le même plaisir, comme ce fut mon cas.
Ainsi se termine ce 196e épisode de votre podcast Le Buller, un épisode consacré dans sa première partie à l'album Billy la Vigne, western passionnant et subtil que l'on doit à Anthony Pastor ainsi qu'aux éditions Casterman. J'ai comme toujours pris plaisir à vous préparer et à vous présenter cet épisode, j'en profite pour remercier au passage les différentes maisons d'édition qui m'aident grandement dans cette tâche. Pour que puisse continuer d'exister ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser une note sur les plateformes de podcast ou encore à en parler autour de vous pour le faire connaître. Le Buller en images, c'est sur Instagram que ça se passe, sur le compte lebuller.podcast, vous y retrouverez la présentation des 7 albums évoqués aujourd'hui, mais aussi d'autres titres sortis récemment en librairie. C'est aussi le lieu idéal pour me contacter et interagir avec moi, et en attendant de vous retrouver le lundi 14 avril, je vous souhaite de très bonnes semaines, mais aussi de très bonnes lectures.